Bonsoir à tous et bienvenue à l'édition du 7-8 l'Hebdo, une émission pour revenir sur l'actualité départementale de la semaine. Voici les titres de ce vendredi 12 mai. Le site de Paris-Saclay est candidat pour accueillir le village global de l'exposition universelle 2025. Les élus locaux de tous bords se mobilisent en ce moment pour le projet à une semaine du dépôt des candidatures. Aurore Berger, notre invitée fil rouge pour cette émission, conseillère municipale à Magny-les-Hameaux, conseillère communautaire à Saint-Quentin et désormais candidate aux élections législatives sur la 10e circonscription des Yvelines sous l'étiquette La République En Marche. Nous évoquerons avec elle notamment le duel qui va l'opposer au député sortant Jean-Frédéric Poisson. Enfin, dans le reste de l'actualité, retour sur les avancées du chantier de la RD30 à Plaisir ou encore le vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines qui a accueilli mercredi une épreuve de cyclisme sur piste méconnue, la Coupe de France de l'Américaine. Mais on ouvre cette émission sur l'hommage rendu ce matin aux policiers morts pour la France et en opération. La cérémonie avait lieu dans la cour d'honneur de la préfecture des Yvelines à Versailles, en présence notamment de Serge Morvan, le préfet des Yvelines, Carl Olive, le maire de Poissy, ou Pascal Thévenot, encore le député LR de la 2e circonscription des Yvelines. Durant la cérémonie, 65 policiers ont été décorés. C'est un enjeu majeur. Plus de 40 millions de personnes devraient s'y rendre en 2025 si Paris accueille l'exposition universelle. Le site de Paris-Saclay est candidat pour accueillir le village global de l'exposition, l'un des épicentres essentiels de l'événement. L'ensemble des élus locaux sont mobilisés pour la cause. Nicolas Dandry. 3 photos du projet Paris-Saclay 2025, des illustrations de ce que serait le village global lors de l'exposition universelle. L'agglomération s'est lancée depuis 3 ans pour représenter la France et accueillir l'événement mondial en 2025. Un projet soutenu aussi par les habitants du territoire. Alors justement, j'ai pris en photo parce que je trouve que les images sont très belles et donnent très envie d'avoir cette expo universelle. C'est important parce que finalement, c'est la concrétisation universelle du cluster qui est en cours sur ce territoire. On a aujourd'hui des infrastructures qui vont se développer, notamment le Grand Paris Express. On a les universités qui sont déjà présentes. On a un cadre environnemental qui est magnifique avec la vallée de Chevreuse. Donc je pense qu'on a les atouts et je pense que ce serait bien pour l'économie, pour le développement social, culturel de la région. Le président du conseil départemental de l'Essonne, François Durovray, et Michel Bournat, président de la communauté d'agglomération Paris-Saclay, ont réussi à fédérer les collectivités locales autour du projet, notamment les communes d'Orsay et de Gif-sur-Yvette, et même au-delà du département. Près de 60 millions de visiteurs sont attendus sur le village global. Nous avons les établissements d'enseignement supérieur, de recherche, nous avons des sites exceptionnels tels que le château de Versailles. Et quand on additionne ces éléments académiques, culturels, économiques, on s'inscrit parfaitement dans les logiques qui sont mises en avant pour une exposition universelle. Plusieurs sites sont dans la course face à Paris-Saclay, Gonesse, Marne-la-Vallée ou encore la vallée de l'Ourcq. Le dépôt des dossiers est prévu le 19 mai. Le territoire d'accueil du village global en France sera connu le 25 juin prochain pour un choix final entre la France et le Japon en novembre 2018. Également dans l'actualité avec les partis qui dévoilent progressivement leurs candidats pour les élections législatives. La bataille s'annonce farouche sur certaines circonscriptions des Yvelines. C'est notamment le cas sur la 11e, celle du socialiste Benoît Hamon, qui sera opposé comme il y a 5 ans à Jean-Michel Faugus, le candidat LR. Il faudra compter aussi sur l'inconnu En Marche, Nadia Hay. Écoutez à ce propos le maire d'Elancourt au micro de Mélanie Poquet. Pour être député, il faut un peu de compréhension juridique quand même. On fait des lois financières parce qu'il faut mesurer l'impact de la loi que vous allez proposer. Il faut, en management, il faut avoir vu des hommes et des femmes travailler de différentes nationalités, la mondialisation, l'européanisation, la décentralisation, comprendre tout ça. Bon. Donc il faut un minimum de culture. Et c'est vrai que d'avoir été élu, mais même d'avoir été président d'une grosse association, c'est pas mal, ou conseiller municipal, ou maire, ou conseiller départemental. Aurore Berger, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes candidate La République En Marche, le mouvement d'Emmanuel Macron, sur la 10e circonscription des Yvelines. Une réaction à ce que vous venez d'entendre de la part de l'un de vos collègues à l'agglomération de Saint-Quentin en Yvelines. N'a-t-il pas raison, finalement, quelque part, sur le fait qu'il faut connaître quelques règles en droit, quelques règles peut-être pour construire un budget quand on va être potentiellement amené à voter un budget pour la France ? Sur les candidats La République En Marche qu'on a investi, 92% d'entre eux sont des nouveaux candidats, c'est-à-dire qu'on n'a pas réinvesti des sortants. Si en gros ce que nous dit Jean-Michel Faugus, c'est que pour être député, il faut l'avoir été ou il faut avoir été élu, on n'arrivera jamais à faire du renouvellement.
Il faut du renouvellement. Et après, il ne faut pas mélanger les sujets. Je pense que justement, le professionnalisme, c'est aussi le fait d'avoir un métier, d'avoir exercé dans le privé ou dans la fonction publique, d'avoir acquis des compétences qu'on peut mettre en œuvre en étant au service des autres et en s'engageant en politique. Alors vous, de l'expérience, vous en avez un petit peu puisque vous êtes conseillère municipale depuis 2014, conseillère communautaire aussi. Vous êtes la plus connue des candidats En Marche sur le département des Yvelines avec Didier Bécher aussi sur la première circonscription. Est-ce que ça veut dire que vous allez avoir un rôle particulier pendant cette campagne des élections législatives, un peu de coach auprès des plus novices? On travaille évidemment tous ensemble, mais vous savez, moi, il ne faut pas regarder avec mépris ou condescendance. Je ne dis pas du tout que c'est votre cas, mais je notais un peu ce que disait Jean-Michel Fourgousse, le mouvement qu'on a créé. En un an, La République En Marche, qui était juste avant En Marche, a réussi à devenir la première force politique dans notre pays. Donc ça veut dire justement que tous ces citoyens qui se sont engagés, pour beaucoup d'entre eux pour la première fois, ils savent faire de la politique parce qu'ils ont réussi à amener Emmanuel Macron à la présidence de la République. Donc moi, je vous invite surtout à aller découvrir les autres candidats. Et évidemment, moi, je travaillerai avec chacun d'entre eux avec beaucoup de plaisir. On va couvrir largement cette élection à TV Fil 78, mais une question encore sur ce monde politique qu'on sait très, très dur, avec des personnes qui sont là depuis des années et des années, qui ont fait des élections parfois présidentielles, régionales, départementales et j'en passe. On sait que c'est un monde difficile. Est-ce que vous allez apporter peut-être votre regard, votre expérience, donner quelques conseils tout de même sur des choses à savoir avant de peut-être débattre avec des candidats qui sont là depuis longtemps? Moi, je connais évidemment les différents candidats qui ont été choisis. Je suis évidemment à leur disposition. Ils seront aussi formés, c'est-à-dire que le mouvement n'envoie pas comme ça au feu des gens sans leur donner les armes aussi pour savoir comment on fait, pour travailler avec la presse, notamment dans le cadre d'une campagne, pour débattre, comme vous le disiez. Donc, ils vont être formés. Et puis voilà, moi, c'est vrai que j'ai une expérience de campagne, que j'ai gagné, d'autres que j'ai perdu. Dans tous les cas, ça forge, ça forme. Et évidemment, je me tiens à leur disposition et on va se revoir tous ensemble dès lundi, justement pour affronter aussi de manière collégiale cette élection. Alors, vous êtes candidate sur la 10e circonscription des Yvelines. Vous êtes élue à Magny-les-Hameaux sur la 2e circonscription des Yvelines. Parfois, le découpage est un petit peu compliqué, mais bref. Pourquoi ne pas être candidate sur la 2e circonscription des Yvelines? Il ne vous aura pas échappé que je suis aussi conseillère communautaire de Saint-Quentin-en-Yvelines et que Coignères et Maurepas sont au sein de cette communauté d'agglomération et sont dans cette circonscription. Donc je ne suis pas totalement inconnue ou illégitime sur cette circonscription. C'est aussi une circonscription où j'ai grandi, puisqu'avec mes parents, on était à Méré, donc juste à côté de Montfort-l'Amaury. Et puis c'est vrai que moi, d'un point de vue personnel, c'était un peu délicat pour moi d'être candidate sur la 2e, c'est-à-dire d'être candidate face à des gens avec lesquels j'avais travaillé. Je trouvais qu'il y avait quelque chose aussi humainement qui était un petit peu compliqué pour moi, d'être aujourd'hui face à eux. Alors évidemment, c'est Jean-Noël Barrot qui est candidat sur la 2e, et moi évidemment, je le soutiendrai et je voterai pour lui. Mais si vous voulez, je ne voulais pas qu'il y ait une confusion qui puisse se créer par rapport justement à une histoire qu'on a pu avoir ensemble. Et puis le combat sur la 10e, il ne vous aura pas échappé que c'est Jean-Frédéric Poisson, le député sortant, et qu'on a à peu près diamétralement opposé sur tout. Qui était candidat à la primaire de la droite et du centre à l'époque où vous souteniez Alain Juppé. Oui, vous avez quelque part été amené aussi à pas travailler avec lui, mais à faire partie du même groupe politique. Ah, mais Qu'est-ce qui vous oppose principalement? Jean-Frédéric Poisson, déjà, il est le président du Parti chrétien-démocrate. Il n'est pas au sein des Républicains. Donc moi, ma famille, ça a été l'UMP, ça a été les Républicains. Ça n'a jamais été le Parti chrétien-démocrate. Et puis, on est à peu près, je vous disais, diamétralement opposés sur tout. Jean-Frédéric Poisson, il veut revenir sur l'IVG. Il a voté contre toutes les lois qui permettent de renforcer les droits des femmes. Moi, c'est un combat qui est essentiel pour moi et qui est à la source de mon engagement politique. Il a été de toutes les manifs pour tous, contre le mariage pour tous, et il veut aujourd'hui encore abroger la loi, là où, à mon avis, ça réouvrirait des plaies qui sont inutile. Il est allé plusieurs fois en Syrie pour rencontrer Bachar el-Assad. Il préfère aller voir Poutine et se rapprocher de lui plutôt que renforcer l'Union européenne. Il veut supprimer le ministère de la Culture. Quand on dit qu'on veut défendre l'identité française, c'est un peu compliqué d'essayer de justifier derrière qu'on veut supprimer le ministère de la Culture. Donc vraiment, on est à peu près opposés sur l'ensemble des sujets, et puis même sur les questions économiques. Moi, je suis vraiment libérale, et lui, il est beaucoup moins. En tout cas, ça serait une campagne, on va dire, de fond. C'était une critique qu'on a beaucoup fait pendant cette élection présidentielle. Ça manquait un peu de hauteur. Est-ce que vous souhaitez que cette campagne prenne un peu plus de hauteur, justement, parce qu'on sait que vous êtes quand même une opposante assez dure. Ça a été assez dur, la campagne 2014 avec Bertrand Houillon, le maire PS de Magny-les-Hameaux. Là, vous voulez une campagne sur le fond, vraiment? Mais moi, j'ai fait une campagne sur le fond aussi en 2014. C'est pas parce que la campagne peut être dure, parce que justement, on s'oppose sur des projets. Mais évidemment, moi, je veux qu'on continue à défendre mon projet. Moi, je suis très curieuse de savoir quel projet que Jean-Frédéric Poisson va vouloir défendre. Est-ce que c'est celui de François Fillon, candidat à l'élection présidentielle? Est-ce que c'est celui des Républicains? Est-ce que c'est
c'est celui du Parti chrétien-démocrate. J'ai l'impression qu'il y a quand même un peu une confusion des gens dans les différents projets. Nous, notre force, c'est la cohérence du projet. Le projet qu'on a présenté, le projet qu'Emmanuel Macron, aujourd'hui président de la République, a présenté aux Français, c'est le même projet que l'on va présenter lors de ces élections législatives. Et très honnêtement, cette campagne, elle a manqué de hauteur. C'est aussi beaucoup parce que la campagne nous a été confisquée par les affaires des différents candidats, à savoir Marine Le Pen et François Fillon, certainement pas à cause d'Emmanuel Macron. Alors, un argument que votre candidat va peut-être mettre en avant contre vous, c'est le fait d'être passé, on va dire, plus ou moins par la case Nicolas Sarkozy, après la case Alain Juppé, puis maintenant Emmanuel Macron. Est-ce que vous êtes prête à répondre à cet argument et comment vous allez vous défendre face à vos potentiels adversaires qui vont sûrement vous avancer cet argument? Ils ont commencé, ils se sont déchaînés sur les réseaux sociaux. Alors, je les ai vus relayer d'ailleurs des articles qui viennent de sites d'information qui sont plutôt liés à la fachosphère, donc je trouve ça intéressant. Ils ont même relayé... C'est pour ça que je vous parlais aussi d'un débat sur le fond pour la campagne. Mais moi, c'est pas ce que je fais. Vous voyez, il y a même un faux compte qui s'est créé, En Marche Rambouillet, qui dénonçait mon investiture en disant qu'elle était très contestée par les militants. Manque de pause, c'est un faux compte, mais que l'équipe de campagne de Jean-Frédéric Poisson a relayé tout au long de la journée. Donc il a fallu que tous nos soutiens et adhérents de Rambouillet disent non mais attendez, nous, on est ravis de cette investiture et on a envie de faire campagne avec elle. Donc moi, je veux qu'on parle du fond. Et le fond, c'est justement aussi les projets de loi contre lesquels Jean-Frédéric Poisson a voté, les amendements qu'il a déposés à l'Assemblée nationale sur les différents sujets qu'on a évoqués. Et puis, moi, je me tiens prête, évidemment, à tous les débats que l'on pourra organiser l'un face à l'autre et avec aussi les autres candidats. Alors, on va voir à l'écran s'afficher le score des candidats au premier tour de l'élection présidentielle à Rambouillet, la ville principale de la circonscription. François Fillon est arrivé premier, ce qui prouve que la droite résiste dans le sud du département. Comment vous comptez ramener à vous certains électeurs de François Fillon qui vont probablement voter Jean-Frédéric Poisson, puis aussi ceux de Jean-Luc Mélenchon ou Marine Le Pen? Qu'est-ce que vous allez mettre en place pour tenter de les attirer? Alors vous savez, sur l'ensemble de la circonscription, Emmanuel Macron est arrivé en tête. Il est arrivé à 29%, François Fillon à 28%. Alors c'est serré, mais c'est quand même aussi un signal que sur cette circonscription, que l'on dit imprenable, eh bien Emmanuel Macron a été placé en tête dès le premier tour. Et puis ce qui est aussi intéressant, c'est le second tour, puisqu'il fait plus de 77% sur la circonscription, malgré la consigne de vote de Jean-Frédéric Poisson, qui était de dire il ne faut pas voter Emmanuel Macron face à l'extrême droite et face à Marine Le Pen. Donc moi je pense que c'est extrêmement ouvert, et donc je vais aller les voir, je vais aller sur le terrain, faire du porte-à-porte, les rencontrer, dialoguer et défendre le projet qui est le projet qu'on a défendu dans le cadre de la présidentielle et qui, lui, contrairement au projet des autres candidats, n'a pas varié pour les législatives. Alors, précision pour ceux qui nous regardent, en 2012, Jean-Frédéric Poisson avait remporté l'élection au second tour face à une candidate écologiste avec 53,65% des voix. Si on évoque des propositions concrètes, maintenant, la 10e circonscription, c'est assez rural tout de même. Est-ce que vous avez un thème de campagne que vous allez porter principalement pour la ruralité ou autre ? Sur la ruralité, on a des propositions très claires. Par exemple, le fait qu'on ne souhaite plus qu'il y ait des fermetures de classes. La ruralité, elle a beaucoup souffert de la perte de services publics de proximité. Et l'école, c'est probablement le service public qui est le plus important, évidemment, dans la transmission des savoirs et aussi dans la vie locale que ça peut générer. Or, on le sait, quand il y a une fermeture de classe, ça peut entraîner des fermetures d'écoles dans la ruralité. Emmanuel Macron a pris un engagement très ferme. Il n'y aura plus aucune fermeture de classe dans les zones rurales. Il y a aussi toute la question de la fracture numérique. On donne 18 mois à partir du moment où on sera en responsabilité aux opérateurs pour équiper en fibre. Sinon, l'État prendra ses responsabilités là où les opérateurs seront défaillants. Donc, il y a ces sujets. Et puis enfin, il y a la question écologique et de l'agriculture. On a un plan d'investissement de 50 milliards. 15 milliards sont fléchés sur la transition écologique et énergétique. 5 milliards pour les agriculteurs. Aurore Berger, restez avec nous. On passe tout de suite à l'actualité de la semaine. Une actualité marquée évidemment par de la politique. Et lundi, la rédaction de TV Fil vous propose une émission spéciale dédiée aux résultats dans le département de l'élection présidentielle. On revoit le score de ce second tour avec une victoire nette dans les Yvelines d'Emmanuel Macron. 77,15% des suffrages exprimés. C'est plus de 10 points au-dessus de la moyenne nationale. Et malgré ce plébiscite, la semaine n'a pas été de tout repos avec une première brouille hier avec le MoDem, le parti de François Bayrou. C'était jeudi soir, le président du parti centriste n'a pas donné son aval aux 428 investitures présentées. Il évoque dans la presse une opération de recyclage du PS. Je me tourne vers vous, Aurore Berger. C'est clairement le premier couac du mandat d'Emmanuel Macron.
Écoutez, en tout cas, moi je ne suis pas issue du recyclage du Parti Socialiste. Pas vous. Donc voilà, ça montre aussi qu'il y a une diversité dans les candidats. On n'a réinvesti que 24 députés sortants qui viennent en effet de la gauche et des écologistes, tout simplement parce que c'est les parlementaires qui avaient courageusement décidé de quitter le Parti Socialiste justement pour rejoindre Emmanuel Macron. Les 24 députés sortants, regardez combien le Parti Socialiste ou les Républicains, eux, leur politique, c'est de réinvestir systématiquement les sortants. Nous, on a 92% de renouvellement. En tout cas, c'est ça qui est important. cette crise, on va dire, avec François Bayrou, c'est une crise de passage. Ce n'est rien de sérieux, selon vous. On sait que l'actualité bouge très rapidement en ce moment. Ça va continuer avec la nomination du Premier ministre en début de semaine prochaine. Vous pensez que c'est une crise de passage, clairement? Moi, je ne suis pas inquiète. Et ce qui est important aussi, c'est le projet. Le premier projet de loi que le président de la République, Emmanuel Macron, souhaite présenter, c'est sur la moralisation de la vie publique, l'éthique en politique, la limitation du cumul des mandats dans le temps, le fait qu'on n'a plus de double cotisation à la retraite quand on est parlementaire. Tout ça, ça fait partie justement de l'alliance qui s'est nouée avec François Bayrou. Et je pense qu'au-delà des candidatures et des investitures, il y a aussi le projet qu'on veut mettre en œuvre. Et clairement, le MoDem et François Bayrou auront contribué à ce programme. Alors, l'autre problématique pour Emmanuel Macron et qui devrait se décanter en début de semaine prochaine, c'est l'ouverture à droite. Vous en venez, vous, de la droite des Républicains. On peut dire clairement aujourd'hui que vous êtes un peu la tête d'affiche de la droite dans le mouvement En Marche. Vous qui avez sûrement encore des contacts à droite, est-ce que vous savez s'ils sont nombreux à vouloir vous suivre encore, s'il y a des députés, des anciens ministres qui vont suivre votre démarche à vous? Alors, il y en a un certain nombre. Déjà. Jean-Jacques Ayagon, Renaud Oui, Dutreil, Anne-Marie Drac. On pense à Bruno Le Maire. Vous parlez d'anciens ministres, ce n'est pas les moindres des anciens ministres qui ont rejoint. Il y a des parlementaires, Jean-Baptiste Lemoyne, qui est un jeune parlementaire qui a aussi également rejoint. Moi, je pense que dans les jours qui viennent, en effet, il y aura une dynamique qui va s'amplifier en faveur de cette recomposition qu'on est en train de vivre. Les vieux partis sont en train de mourir tout simplement et je pense que c'est sain parce qu'ils n'avaient plus grand-chose en commun et on l'a bien vu dans le cadre de leur primaire où ils défendaient des projets qui étaient extrêmement différents et il aurait fallu qu'au lendemain de la primaire, on fasse comme si tous ces débats n'avaient pas eu lieu et hop, on les oublie et on s'allie parce qu'on est dans une caserne. Moi, c'est pas ma vision de la politique et je crois que c'est pas la vision que les Français ont envie de la politique. Est-ce que vous avez des informations sur le choix du Premier ministre? Est-ce que vous savez qui il va choisir comme Premier ministre? J'imagine que vous êtes pour l'ouverture à droite. Est-ce que vous pensez qu'Emmanuel Macron, vous qui le connaissez plus que nous, va aller vers la droite pour ce poste-là éminemment important? Je pense que de la même manière avec laquelle il va former le gouvernement, vous verrez qu'il y a une diversité politique qui sera représentée. Voilà, c'est de la super langue de bois, mais je ne peux pas dire plus. Dernière question, est-ce que vous souhaitez ou vous briguez un poste au sein du futur gouvernement? Je suis candidate aux élections législatives dans la 10e circonscription des Yvelines. Et si vous gagnez cette élection, est-ce que... Eh bien, d'abord, il faut faire campagne et la gagner, et puis après, on verra. Mais d'abord, il faut gagner cette élection législative et battre Jean-Frédéric Poisson. Merci Aurore Berger d'être venue en plateau. Je rappelle que vous êtes candidate sur la 10e circonscription des Yvelines pour La République En Marche et vous serez notamment opposée à Jean-Claude Husson pour le PS, Gilles Schmitt, excusez-moi, sans étiquette, David Joutier pour Europe Écologie Les Verts, Jean-Frédéric Poisson pour le Parti chrétien démocrate et les Républicains. La liste officielle des candidats sera connue dans une dizaine de jours. Merci encore et puis bonne campagne à vous. Dans le reste de l'actualité, une bonne nouvelle pour les usagers de la RD30. Depuis ce vendredi, les automobilistes peuvent circuler sur une partie du tronçon. La voie sous le giratoire des Gâtines et le pont de la rue Jules Régnier est désormais ouverte. Une première étape qui marque une avancée significative sur ce chantier d'envergure. Camille Lambert. Plus de 30 000 véhicules par jour circuleront désormais sur cette section de la RD30. Une avancée attendue dans ce secteur encombré. L'accès à la RN12 se veut plus facile et plus fluide. On coupe comme ça le flux de circulation de ceux qui empruntent cette route départementale 30, qui, je rappelle, vient de Poissy pour aller vers Elancourt, donc franchir ou donner accès à la nationale 12. Vous pouvez maintenant avoir un trafic séparé entre ce que l'on appelle le trafic de transit et le trafic qui est plutôt plaisirois. La RD30, élargie à 2 fois 2 voies, passe sous le giratoire des Gâtines. La circulation s'effectuera sur une file dans chaque sens jusqu'à l'achèvement des travaux sur l'ensemble du tracé. Une mise en service prévue pour la fin de l'année. Si tout va bien, pour Noël 2017, on aura terminé les gros ouvrages et la circulation pourra être donnée aux véhicules à moteur. Pourquoi je fais ce distinguo? Parce que arrivent 2 autres ensembles qui sont des passerelles pour la circulation douce, parce que vous avez une voie verte.
Une voie verte et 2 passerelles piétons et cycles qui permettront le franchissement de la N12 pour rejoindre Elancourt. Fin des travaux prévus pour 2018. Le collège Albert Einstein de Magny-les-Hameaux, bientôt restructuré, une première pour ce bâtiment qui date des années 70. Il s'agit d'une demande de la part des enseignants et des parents d'élèves qui pointaient plusieurs dysfonctionnements depuis plusieurs années. Pierre Bédier, le président du conseil départemental des Yvelines, était sur place mercredi pour évoquer justement ces travaux. Ils seront menés par le département. Un reportage une nouvelle fois de Camille Lambert. Des salles trop petites, une peinture vieillissante et une connexion limitée. Voilà quelques-uns des problèmes du collège Albert Einstein. Équipe éducative et parents d'élèves ont alerté sur la dégradation du bâtiment lors d'un conseil d'administration. Alexandra Rosetti, conseillère départementale, a porté la voix auprès du président des Yvelines. On voit bien qu'en termes de sécurité, ce n'est pas du tout optimum, vu la taille des salles, vu le manque de sorties de secours, en termes d'électricité, en termes de réseau. Tout le monde, c'est vrai, commençait à tirer la sonnette d'alarme. Donc je pense que c'était bien qu'on puisse réagir et je suis ravie que le président soit venu visiter de lui-même pour constater qu'effectivement, ce n'était pas exagéré. Le président du conseil départemental, Pierre Bédier, a donc visité le bâtiment d'une quarantaine d'années. Construit pour accueillir initialement 600 élèves, il ne peut en recevoir plus de 475. La rénovation sera totalement prise en charge par le département. Coût total des travaux, plus de 6 millions d'euros. On va faire les espaces extérieurs, agrandir le parking des profs, refaire une cour, je ne sais pas si on peut dire de récréation au collège. Ensuite, nous allons restructurer les salles de classe lorsqu'elles sont trop petites, refaire naturellement tous les couloirs, les revêtements. Une restructuration qui s'intègre dans un projet plus large. Le département prévoit de rénover 20 établissements d'ici 2021. À Magny-les-Hameaux, les travaux débuteront dès cet été. Du sport également dans l'actualité locale cette semaine et la Coupe de France de l'Américaine qui se tenait mercredi après-midi au Vélodrome de Saint-Quentin en Yvelines, une épreuve de cyclisme sur piste méconnue que l'on peut clairement comparer à un relais en tandem. Plus de 160 participants répartis dans 5 catégories étaient présents pour la compétition. Les détails avec Mickaël Elmidoro. Allez Mathis, allez. Ce mercredi 10 mai, le Vélodrome national de Saint-Quentin en Yvelines a accueilli l'une des compétitions les plus spectaculaires du cyclisme sur piste, la course à l'américaine. Alors l'américaine, c'est une épreuve par équipe de 2 coureurs, sachant que c'est une épreuve de relais, donc les coureurs font 2 ou 3 tours, ça dépend à l'allure où ça roule, et passent le relais à leurs collègues. Et puis tous les plusieurs dizaines de tours, il y a des classements où les gens doivent prendre des points. Pour cette seconde Coupe de France organisée dans la structure, 70 équipes issues de 13 comités régionaux se sont inscrites. C'est une occasion de se montrer avec toutes les équipes qu'il y a, essayer de faire voir ce qu'on peut donner sur la piste, savoir si on peut se faire prendre dans d'autres catégories ou dans d'autres clubs. C'est important d'être ici parce qu'on montre un peu déjà les couleurs de l'Auvergne-Rhône-Alpes. Même être ici, rouler sur un aussi beau vélodrome, je suis quand même très content d'y être. Sur la piste, les coureurs n'ont pas hésité à jouer des coudes pour remporter la victoire au péril de leur sécurité. Il n'y a pas toujours la place pour tout le monde. Et des fois, il y a des coureurs qui veulent passer en dessous alors que par code, on doit passer au-dessus. Donc voilà, ça frotte. Notamment chez les jeunes, ils ne sont pas encore très habitués. La difficulté de l'américaine, c'est qu'il faut voir loin. Et c'est compliqué de voir loin quand on roule vite. Les coureurs qui ont réussi à tenir sur leur vélo en réalisant les meilleurs chronos seront qualifiés pour les futurs championnats de France 2017. La compétition se déroulera cet été. À Guyancourt, la ville a débuté les festivités pour les 10 ans de la batterie. La salle de concert prévoit jusqu'à la fin du mois de mai une série de concerts justement au tarif spécial de 10 € la place avec une programmation éclectique, jazz, classique, reggae ou de la pop et qui reflète bien l'histoire de la salle qui s'est développée progressivement avec le temps. Elle est unique parce que justement, elle est transversale. Elle est transversale avec l'éducation, donc l'école de musique. Elle est transversale avec les studios, avec des professionnels, avec des professionnels en devenir. Voilà, cette dimension est quand même, dès le départ,
importante pour nous à Guyancourt, d'avoir vraiment un public varié, un public aussi en direction de l'éducation, mais aussi en direction du territoire. Et pour connaître les dates des concerts pour les 10 ans de la batterie, rendez-vous sur le site internet de la salle du concert. C'est la fin de ce 7-8 l'hebdo. Merci de nous avoir suivis. Retrouvez tous nos reportages en replay sur tvfil78.com ou l'application TVFil78. Bon week-end à tous et à la semaine prochaine.